Merci beaucoup. Bon, alors je me présente, enchantée de vous rencontrer ou de vous revoir pour d'autres. Émilie Gaillard, je suis maîtresse de conférences habilitée à diriger des recherches. Je suis titulaire à l'Institut d'études politiques de Rennes, donc Sciences Po Rennes, et je suis venue en délégation 2 ans ici à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. J'ai eu le plaisir d'enseigner à la faculté de droit. Donc, j'ai une de mes anciennes étudiantes qui est là, future professionnelle du droit pour le territoire, donc je suis très contente. Et j'arrive au terme de ma délégation, donc je quitte le territoire fin janvier. Donc je vous remercie de me donner l'occasion de faire une deuxième conférence sur le territoire et dans une autre arène qui est la province sud. Donc je vais vous emmener dans mon domaine de spécialité. Mon domaine de spécialité, c'est le droit de l'environnement, le droit des générations futures. Et on va aborder la question du droit qui protège les personnes et les entités non humaines. Donc on a 3 temps dans cette conférence. Tout d'abord, un temps d'introduction, un temps sur le droit des générations futures et un temps sur le droit des entités non humaines. On est parti ? Alors, en introduction, je voudrais juste expliquer qu'on est au carrefour de différents processus de transformation juridique qui sont assez historiques. On est vraiment au cœur d'une révolution scientifique. Concernant le droit de l'environnement, il faut avoir conscience que la matrice du droit de l'environnement, c'est le droit international. Donc j'ai déjà eu l'occasion de faire une autre conférence, je vous donnerai le lien tout à l'heure, à l'université. Donc j'aime beaucoup, alors on voit pas très bien les diapos, on peut pas baisser la lumière devant, non? Si? Bon, ce serait mieux je pense. Je travaillais quand même pour mes diapos. Donc en fait, quand on a eu une émergence spontanée de la conscience environnementale à l'échelle mondiale, quand on a vu la première image, ah c'est parfait, c'est quand même mieux. Quand on a eu la première image de la planète, en fait, vraiment spontanément à l'échelle mondiale, on a eu cette conscience environnementale qui a émergé. Je vous passe tout l'historique que j'ai déjà fait dans une autre conférence, mais pour faire simple, à partir de 1972, tous les 10 ans, les États du monde se réunissent au cours de sommets de la Terre, et la matrice du droit de l'environnement a vraiment acquis ses lettres de noblesse dans les années 1980. On peut vraiment dire qu'à partir des années 1980, il existe clairement un droit international de l'environnement. Et de là est née une matrice qui est une matrice internationale de ce droit qui était en émergence, c'était complètement novateur. C'est-à-dire que c'est un droit qui, pour faire face à des enjeux nouveaux, a dû faire preuve de créativité juridique. Le principe de précaution vient du droit international de l'environnement. Et donc comme ça a été impulsé par le haut, au début, faut dire que les juristes qui aiment bien dire est-ce que c'est effectif, si c'est pas effectif, c'est pas du droit, rigolaient un peu par rapport aux pionniers du droit de l'environnement, donc nos professeurs, nos mentors pour ma génération, disent si c'est pas applicable, la déclaration de Rio, c'est rien, la déclaration de Stockholm, c'est rien, sauf que le temps du droit international est un temps long de processus de transformation, à tel point que, donc je fais un bond en avant, aujourd'hui, on peut parler de droit commun de l'environnement et on peut parler de constitutionnalisme environnemental global. Pourquoi ? Pour dire que ce qui était hier du soft law, du droit non contraignant, du droit, des simples déclarations, on va dire politiques, eh bien, il y a eu un tel ralliement des nations, de leur imaginaire et de leurs convictions autour de ces différentes déclarations des droits de la Terre, on va dire des déclarations des droits de Rio, déclaration de Rio, Stockholm, etc., lors de ces sommets de la Terre, que non seulement on partage des principes juridiques communs, on partage des logiques juridiques communes, et le processus de transformation a fait que maintenant, dans les constitutions, nous avons du droit de l'environnement commun. D'où cet ouvrage sur le constitutionnalisme environnemental global réalisé par James May et Rin Daly, des collègues américains, et ils prennent chaque notion fondamentale et ils montrent toutes les constitutions qui les ont consacrées. Donc ce qui est intéressant pour cette première diapo, c'est de comprendre qu'on a une matrice commune à l'échelle globale du droit de l'environnement, puisque le droit de l'environnement est impulsé par le haut. Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur 2 évolutions tendancielles. La première, c'est celle dans laquelle moi j'inscris vraiment mon expertise, c'est l'apparition d'un ou des droits des générations futures. Pour aller à l'essentiel, j'explique que ce droit des générations futures, il est composé de 2 pôles principaux. D'une part, la protection de l'intégrité de la planète, vue comme un écosystème vivant où tout est interrelié, et d'autre part, la protection de l'intégrité de l'espèce humaine,
car il y a des courants de pensée qui visent à transformer l'humain, créer un post-humain. Et donc, c'est tout mon travail de recherche avec notamment Amandine Caillol, parce qu'on l'a fait en binôme tellement c'était lourd comme recherche. Et on a abouti à plusieurs rapports et ouvrages sur ce sujet du transhumanisme. Le dénominateur commun qui fait qu'on bascule dans le droit des générations futures, c'est lorsqu'on fait face à des risques existentiels. Et ces risques existentiels, on doit les penser dans la complexité. Pourquoi ? Les risques existentiels, on les connaît, changement climatique, atteinte irréversible à la biodiversité, extinction de masse des espèces, pollution irréversible telle que le nucléaire. Nous sommes déjà les générations futures dont les droits ont été non respectés. Qu'est-ce qu'on fait avec l'héritage nucléaire ? Et le transhumanisme. Et puis, il faut convoquer la pensée complexe parce que, par exemple, pour l'atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine, ce que je dis dans ma thèse, c'est que dans l'atteinte d'un seul être humain peut se jouer le destin de l'humanité tout entière. Ce serait le cas s'il y avait, par exemple, un clonage humain reproductif, un bébé cloné. Il serait sorti de le principe généalogique de l'espèce humaine et donc ça romprait d'un point de vue à la fois biologique, mais dans le processus d'humanisation et d'hominisation, c'est en appartenance à l'espèce humaine. Donc c'est là où il faut toujours avoir la pensée complexe et une maîtrise de la pensée complexe. Mais bon, vous aurez retenu, nous on va parler surtout des atteintes, risques existentiels à l'environnement. La deuxième évolution tendancielle dont on va parler, c'est la question du et des droits des entités non humaines. Alors, il y a 3 impulsions historiques qui sont interreliées. C'est un peu, si on pouvait faire un schéma, je ferais un peu comme l'évolution des galaxies, trois fils qui s'entrelacent et qui coévoluent en même temps. Je vais essayer de vous les donner. Donc, bien sûr, il y a eu un article historique, Should trees have legal rights ? C'est Christopher Stone qui a demandé est-ce que les arbres devraient bénéficier de droits comme nous, on a des droits subjectifs. Ou pas. Et donc ça a été vraiment novateur. Et donc je vais vous retracer 3 impulsions qui sont intimement reliées. L'impulsion au niveau national qui est historique, qui vient de la constitution de l'Équateur 2008, puis de la Bolivie qui ont reconnu les droits de la terre-mère, fondés notamment sur les cosmogonies autochtones et avec l'implication historique des peuples autochtones, interreliée avec une impulsion au niveau global institutionnalisée au sein des Nations Unies avec le programme Harmony with Nature et interrelié en coévolution avec un processus de citoyens. Et je vous parlerai du rôle du GARN. Et donc, dans ces 2 sujets, je vais vous donner les 2 évolutions à la fois d'un point de vue historique, mais aussi je vais vous donner les dernières actualités, vraiment les toutes dernières du mois dernier en fait, sur ces sujets-là. C'est bon ? Donc on est parti pour la première partie de cette conférence, la progression d'un ou des droits de générations futures. Donc au niveau de l'historique de ce droit, généralement je le présente maintenant comme un droit qui est l'issue d'un processus de 4 vagues d'évolution. Il y a 4 grandes périodes d'évolution de ce droit. La première vague, c'est la vague des pionniers que je vais vous présenter. La seconde, qui est dans les années 90, la vague de conceptualisation de ce droit et du basculement vers son effectivité. Donc là, c'est tout mon travail à fin des années 2010. La troisième vague en 2015, qui est la vague d'action en justice au nom des générations futures, une lame de fond avec les actions en justice climatique qui intègrent les générations futures. Donc je vous présente vite fait la vague des pionniers. Donc là, c'est professeur Edith Brunweiss qui est professeure à Georgetown University et qui a été la première à écrire un ouvrage sur une commande de l'UNESCO et de l'ONU, Justice pour les générations futures. Et elle est la pionnière. C'est vraiment elle qui, à partir d'une page blanche, a imaginé, puisqu'elle est professeure de droit international public, un droit et des principes d'équité intergénérationnelle. Dans cet ouvrage, elle s'est inspirée notamment de valeurs universelles et partagées parmi différentes religions, que ce soit l'islam, la chrétienté, le judaïsme et autres. Et elle voit qu'en fait, il y a un fond commun universel dans les religions qui vise à protéger les générations futures. Puis elle voit aussi qu'il y a cet adage chez les peuples autochtones comme quoi
on va jusqu'à protéger, quand on fait une action, on pense aux conséquences sur les 7 prochaines générations. Et donc, sur la base de ce fonds commun de l'humanité, de valeurs, elle crée des principes d'équité intergénérationnelle. Alors, principe d'équité intergénérationnelle, parce qu'on sent bien qu'intuitivement, il y a quelque chose qui ne va pas dans la symétrie de pouvoir avec les générations futures, d'où l'emploi du terme équité. Et intergénérationnel parce qu'il fallait faire venir pour la première fois cette idée de rapport avec les générations futures. Donc moi, avec l'évolution du temps, j'estime qu'on n'est plus dans le temps de l'équité, on est dans le temps des droits, et on n'est plus dans l'intergénérationnel parce que les générations futures ne sont pas distinctes. Donc on est dans du transgénérationnel, c'est-à-dire à travers et au-delà des générations. Ceci dit, c'est vraiment cette terminologie qui aujourd'hui est consacrée et on progresse tranquillement vers le transgénérationnel. Mais c'est la grande pionnière et il faut vraiment lui reconnaître voilà, ce rôle historique. Dans les pionniers aussi, qui ont joué un rôle historique, vient Tony Oposa, qui a remporté la première affaire en justice. Donc il avait tout juste obtenu son diplôme à Harvard et il a décidé, jeune père, de poursuivre les autorités philippines parce qu'en fait, il avait fait le calcul que les autorisations de déforestation étaient délivrées à un rythme tel qu'au bout de 10 ans, il n'y avait plus un seul arbre. Et il me semble bien que les autorisations dépassaient le quota d'arbres disponibles. Donc quand il montre il faudrait que je lui demande les diapos sur qu'il diffuse généralement sur la déforestation, ça fait vraiment mal au cœur parce qu'on voit vraiment que les Philippines au début du siècle étaient recouvertes d'une forêt primaire et d'année en année, c'est vraiment grignoté. Enfin, ça fait visuellement, même si on n'est pas philippin, on a mal à voir cette diapo-là. Et donc Tony, il a été audacieux et parce qu'il a une personnalité à penser hors cadre. Il s'est dit non mais c'est pas normal, dans 10 ans mon fils il aura plus un seul arbre dans les Philippines, donc il est allé poursuivre, il a perdu en première instance, en deuxième instance et puis il est allé directement à la Cour suprême des Philippines. Donc pour l'anecdote, lorsque les juges ont vu cette affaire au nom des générations futures arriver, ils ont dit bon, le dernier magistrat nommé va être en charge de ce dossier. Justice Davidé, j'ai eu l'honneur de le rencontrer, qui est une personnalité humaniste incroyable. Et lui, il a été convaincu par l'argumentation. Et le hasard a fait que Tony Oposa a eu accès à l'ouvrage de Edith Braunweiss, l'a donné au juge. Donc il y avait un travail académique à l'appui de la première action en justice au nom des générations futures. Et quand on lit la motivation de Justice Davidé, il dit effectivement, les générations futures philippines ont droit à bénéficier des arbres. Et donc, ça a donné un principe d'équité intergénérationnelle consacré aux Philippines, appliqué aux océans et donc, vous vous doutez bien, enseigné dans les grandes facultés de protection de l'environnement. Et Tony Oposa a fait des tournées, notamment pour présenter cette affaire. C'est important de le garder en tête parce qu'on va voir que les élèves sont devenus les avocats des dernières affaires en justice. Aussi parmi les pionniers, alors quand on est pionnier, des fois on arrive en avance sur son temps, et puis il y a des contre-feux ou des évolutions contraires, en fait des arrêts. Donc là, un projet impulsé par le commandant Cousteau dans les années 90 de déclaration des droits de l'homme des générations futures, présenté en 3 langues, anglais, espagnol et français, à l'université de La Laguna, avec un appui académique de l'Université des Canaries, La Laguna, a été choisie parce que c'est une magnifique ville qui est classée patrimoine commun de l'humanité, avec Federico Mayor et son responsable du service juridique des droits de l'homme, Karel Vazak, qui était absolument convaincu qu'on était dans une nouvelle ère des droits de l'homme. Karel Vazak a écrit un article où il présente la nouvelle génération des droits de l'homme, à savoir les droits de l'homme, un environnement sain. Et il a expliqué que lui était convaincu qu'il y avait une nouvelle génération de droits de l'homme. Quand il a écrit cet article en 1990-93, ça n'a pas été bien réceptionné. C'était vraiment hors cadre et on lui dit mais n'importe quoi, c'est pas des vrais droits de l'homme. Tous les droits de l'homme sont venus à l'échelle de l'État-nation, reposent sur des droits soit individuels, soit collectifs. Qui sont les titulaires de la troisième génération? L'humanité, ça n'existe pas. Donc ces propositions, celle-là, et l'analyse de Karel Vazak, qui aujourd'hui est validée, on peut pas dire autrement, mais à l'époque,
ils étaient tellement en avance que c'est resté une simple proposition, une simple déclaration de reconnaissance de responsabilité des générations actuelles envers les générations futures. Robert Badinter lui-même a estimé que les générations futures n'existant pas ne pouvaient pas être titulaires de droit, donc cette analyse était, si vous voulez, de l'hérésie juridique. Il faut vraiment comprendre que c'est une révolution juridique. Pour les juristes, intégrer les générations futures dans le droit, c'est réaliser une révolution copernicienne. C'est comme si le centre du monde était que l'homme actuellement vivant. Il n'y avait pas de protection des générations futures, pas de protection encore moins des arbres et des entités non humaines. Donc c'est vraiment une rupture historique dans l'approche anthropologique du droit. La deuxième vague, c'est celle dans laquelle je m'inscris et tout mon travail de thèse qui reste d'actualité du coup, donc ça fait plaisir d'avoir travaillé longtemps, pas pour rien. C'est d'avoir, pour ma part, opéré une conceptualisation qui vise à rendre effectif ce droit, c'est-à-dire le rendre opérationnel, de le rendre invocable. Donc, je dégage en théorie générale 2 grands principes. Bon, la première partie, c'est toute l'histoire, où est-ce qu'on trouve le concept, ou de directement, indirectement, je vous fais grâce de tout ça. Mais après, je propose effectivement, je me base et je m'inspire de philosophie, de pensée philosophique, que j'ai déjà présenté dans une autre conférence. Et je formule 2 principes qui vont permettre de fonder un droit et des droits des générations futures. Le premier principe, c'est le principe de non-discrimination temporelle. Typiquement, c'est pour contrebalancer l'argument de Robert Badinter. Ce n'est pas parce que les générations futures n'existent pas qu'elles n'ont pas de droit. Parce que si vous portez atteinte, que ce soit en conscience ou inconsciemment, on va en parler après, du contexte de certitude aux incertitudes. Si vous portez atteinte aujourd'hui aux conditions de vie des générations futures, vous portez objectivement atteinte à leurs droits. Et donc, c'est une discrimination temporelle qui aboutit à un abus de pouvoir pour être arrivé premier sur Terre. Et ça, c'est un abus de pouvoir. La notion d'abus de pouvoir, elle est connue en droit. Et donc, ce principe de non-discrimination temporelle permet de basculer et de déverrouiller ce verrou qui disait « elles ne sont pas sujets de droit, donc elles n'ont pas de droit ». Donc, je réponds là-dessus. En théorie, on peut les mettre théorie de jouissance, comme pour les droits de la nature. On peut ne pas avoir besoin. Quand on inscrit, on crée une infraction pénale, on crée une valeur. On n'a pas besoin de le personnifier. Donc tout ça, c'est l'objet de ma thèse. Et je l'applique dans un contexte de certitude. Finalement, l'atteinte à la vie d'une personne, que ce soit maintenant ou dans 100 ans, si c'est avec certitude, ça revient au même. C'est juste une extension dans le temps d'une interdiction juridique qui est acquise. Et dans le contexte d'incertitude, on va appliquer le principe de précaution. Sur le principe de dignité des générations futures, donc je l'ai déjà présenté dans une autre conférence, je vous la donnerai tout à l'heure, l'idée c'est de dire que si on a ce principe de non-discrimination temporelle, ça veut dire que forcément les générations futures sont dignes d'avoir des droits et en tout le moins une protection juridique. Et dans ma thèse, moi j'ai vraiment été inspirée par le projet Cousteau. J'ai à mon tour proposé une déclinaison transgénérationnelle de tous les droits de l'homme, que ce soit en droit français, en droit comparé, en m'inspirant de constitutions étrangères comme la constitution japonaise, et aussi en déclinant le droit international des droits de l'homme au transgénérationnel. C'est-à-dire que vraiment avec ce travail de conceptualisation, et donc toutes les années après, j'ai pris les notions fondamentales du droit pour les mettre au transgénérationnel. La notion de dommage, la notion de crime, la notion de démocratie, la notion de droit de l'homme, etc. La troisième vague d'évolution, c'est celle des actions en justice au nom des générations futures. Alors, il y a plusieurs niveaux. Alors, ça peut être un cours entier, donc je survole. Les cours constitutionnelles étrangères, donc il y en a une, il faut que je mette bientôt dans mes slides le juge au Pakistan, il y a la Cour suprême du Pakistan qui a fait déjà de nombreuses actions au nom des générations futures, donc il a vraiment consacré déjà en premier, mais nous en Europe, vraiment les juristes, ils ont beaucoup plus été marqués par cette affaire du tribunal fédéral constitutionnel allemand le 29 avril 2021, et j'ai écrit une tribune dans les Échos qui résume vraiment en quoi cet arrêt il est historique, donc à destination du grand public, parce que vraiment cet arrêt écrit noir sur blanc qu'il y a des droits fondamentaux des générations futures qui mettent à la charge des générations actuelles des devoirs fondamentaux. On va s'arrêter un petit instant sur l'expression. En droit, quand on commence les cours, on dit qu'il y a
le droit et les droits, et de l'autre côté, du côté de la morale, des devoirs. C'est-à-dire que les juristes, ils ont un imaginaire où les devoirs, ce n'est pas du droit. Or, toute ma théorie sur les générations futures, c'est qu'on ne peut pas raisonner en réciprocité, que les générations futures n'existent pas. Ou en tout cas, c'est un processus continuel. Donc, elles ont des droits qui impliquent de notre part de respecter des devoirs fondamentaux, comme le devoir de ne pas contaminer ou de ne pas atteindre de manière irréversible à leurs droits, ou un devoir de diligence qui est un devoir continuel en fait. C'est des obligations continuelles. Et le changement de paradigme, c'est que l'intérêt de ce droit, c'est d'agir maintenant, par anticipation, avec une sorte d'action qui est constamment monitorée, comme le principe d'amélioration continue. Parce que si on n'agit pas maintenant et que finalement on aboutit à une violation des droits des générations futures, comme c'est le cas pour nos droits par rapport à l'héritage nucléaire, c'est trop tard. C'est trop tard. Et quand les gens disent non mais c'est bon, les droits des générations futures, c'est pas intéressant, on est déjà nous face au changement climatique. Oui, mais c'est une mauvaise compréhension de cette théorisation. L'idée d'un droit des générations futures, c'est bien de dire maintenant si nos actions portent atteinte, créent des risques existentiels, on crée du droit transgénérationnel qui protège forcément davantage les générations actuelles parce qu'elle va protéger aussi les générations futures. D'où la nécessité d'avoir cette pensée complexe parce qu'on voit la boucle de rétroaction positive. Donc il y a une lame de fond sur la reconnaissance des droits des générations futures. Donc là, l'un de mes projets, c'est de créer un recueil des arrêts du droit des générations futures. Il y a aussi une lame de fond avec les actions en justice climatique. Donc, on a un petit problème avec mon lien hypertexte. Donc, je vais vous mettre... Je crois que j'aurai besoin tout à l'heure d'aide si je... Voilà. Alors, là, je vous montre... ça marche pas. J'étais sûre que j'allais avoir besoin d'aide à faire mes allers-retours. J'avais tout bien préparé avec le lien hypertexte, mais... Donc, je vais vous montrer le site internet du Columbia Law School, qui est le Sabin Center for Climate Change Law. En fait, on a vraiment un centre d'excellence mondial qui est à Columbia University, à New York, et qui recense toutes les actions en justice climatique, d'abord aux États-Unis, au niveau fédéral, puis au niveau des États fédérés, puis au niveau mondial. Donc c'est une encyclopédie en ligne. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Sinon, tant pis. C'est pas grave sinon. C'est une encyclopédie en ligne. Sinon, je vais continuer. Puis pour tout à l'heure, tu restes à côté pour le prochain lien hypertexte. Par contre, remets-moi ça, s'il te plaît. Donc là, les actions en justice. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, je fais un peu de pub aussi pour l'Université de la Nouvelle-Calédonie qui m'a financé mon voyage en septembre à New York. Et donc, j'ai eu l'honneur d'être reçue par les collègues de ce Sabin Center, donc dans le cadre d'un séminaire où j'ai pu leur présenter la question du droit des générations futures en amont du sommet de l'avenir dont je vais vous parler après. Donc là, vraiment, ce sont les experts du droit du climat. Et ils accompagnent également les avocats et les ONG dans leur argumentation. Et ce qui est très puissant, je trouve, c'est de voir le mentorat, l'effet de génération. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui étaient étudiantes quand Tony Oposa venait faire des conférences. D'accord, les étudiants, ça veut dire que demain, ce sera peut-être à vous aussi de porter. C'est ça qu'il faut bien avoir conscience. C'est qu'il y a un relais aussi des inspirations sur certains des thèmes. Donc, par exemple, là, à droite, en rouge, c'est une de mes anciennes étudiantes qui a fait un master droit des générations futures. Donc, on a vraiment cet intérêt croissant sur ce sujet du droit des générations futures. Attends, j'ai perdu ça du coup. Ça, c'est la première vague. Maintenant, je vous ai promis de parler de la dernière actualité. Donc, j'ai essayé de tenir mon temps, 10 minutes, pas plus, et on passera sur la deuxième partie. Alors, 2024-2025, c'est clairement une quatrième vague d'évolution de ce droit des générations futures. C'est historique. Pour faire ça, quand j'ai commencé ma thèse en 2000, on ricanait. On disait, mais il n'y a pas assez à faire avec les générations actuelles. Et franchement, même l'école doctorale voulait bloquer mon sujet de thèse. Donc là, 2024-2025, là, de la même façon qu'avant, on critiquait l'existence d'un droit international de l'environnement, à partir des années 80, on ne pouvait plus. Maintenant, on ne peut plus
contester l'existence de ce droit. 3 temps forts que je vais vous présenter. Tout d'abord, le sommet de l'avenir qui s'est tenu en septembre 2024. 3 avis consultatifs climat et obligations des États. Donc là, je renverrai à une autre conférence. Et la dernière actualité, le congrès mondial de l'Union internationale de la conservation de la nature en 2025. Alors, sur le sommet de l'avenir, c'est vraiment un projet qui s'inscrit dans de longues dates, hein, dans les dossiers de l'ONU. Le secrétaire général est à la tête de ce projet. Dès 2015, on a l'agenda à l'horizon 2030. 2020, on a une déclaration qui ouvre la voie sur ce sommet de l'avenir. Le secrétaire général des Nations Unies va notamment faire une étude qui est clairement en écho avec un de mes articles sur la démocratie transgénérationnelle, où il va exactement faire la même démarche, qui est de voir où est-ce qu'on représente au niveau exécutif ou législatif ou judiciaire les générations futures. Et il est devenu vraiment convaincu de la nécessité de tenir un sommet à l'ONU sur ce thème des générations futures. Donc, il y a eu plusieurs documents, des rapports comme notre agenda commun, le sommet sur les objectifs du développement durable en 2023. Et en 2022-2024, on prend 2 ans de négociations avec toutes les missions permanentes à l'ONU, c'est-à-dire les représentations des affaires étrangères de tous les États qui ont un siège à l'ONU. 2 ans pour travailler sur différents chantiers et aboutir au sommet de l'avenir, à l'issue duquel, notamment, a été adopté un pacte pour l'avenir et devait être notamment nommé un envoyé spécial aux droits des générations futures. Bon, ce sommet de l'avenir, j'ai eu l'honneur d'y aller. Un grand merci à la présidente de l'université La Nouvelle-Calédonie. Donc là, on est à l'Assemblée générale, vous voyez à quoi ça correspond. Et puis, il y avait une présentation dessinée avec la chronologie. Donc, il y avait plusieurs jours donc de présentation à la fois ici officielle à l'Assemblée générale, mais surtout quand on sort de la salle principale, on a différentes salles de travail, de réunion. Il y avait des colloques, notamment sur les droits de l'homme des générations futures. Donc moi, j'ai pas pu organiser un colloque pour la première fois de ma vie, mais j'ai pas pu expliquer à mes collègues ce que c'était qu'un side event et dire que c'était scientifique. Mais c'est pas grave. Toujours est-il que c'est vraiment une idée dans l'air du temps. Et que là, on a vraiment vu à ce sommet de l'avenir beaucoup de discussions. À mon grand regret, il n'y avait pas assez de conceptualisation, ce qui fait que l'émission était complètement perdue par cette expression droit des générations futures. Vous voyez, quand je vous explique à vous, il y a 2 pôles principaux, ça se déclenche dans des risques existentiels. Déjà, cette base-là, ils ne l'avaient pas. Donc, tout le monde mettait un peu ce qu'il voulait. Bon, un peu de droit de l'enfant, peut-être un peu de droit de l'environnement. Puis en fait, c'était trop flou. Trop flou. C'est à la fois un sujet qui parle, et un sujet qui n'a pas été expliqué et conceptualisé. Donc le pacte pour l'avenir, il est, on va dire, la montagne à accoucher d'une souris, mais c'est pas grave. L'évolution de l'histoire, elle suppose que les consciences soient mûres. Elle commence à l'être. Donc voilà. 3 avis consultatifs, climat et obligations des États. En tout cas, le premier, c'est pas tout à fait climat, mais je vais vous parler de 3 avis consultatifs. J'ai déjà fait une conférence sur les 2 derniers. Donc je renverrai à cette conférence. Le premier dont j'ai pas parlé, c'est qu'il y a eu un avis consultatif le 21 mai 2024 par le Tribunal international du droit de la mer, donc fondé sur la Convention de Montego Bay, et 2 autres avis consultatifs en juillet 2025, historiques. Le premier rendu par la Cour interaméricaine des droits de l'homme le 3 juillet 2025 et l'autre le 23 juillet 2025. Alors, pour l'avis consultatif du Tribunal international du droit de la mer, c'est un avis consultatif sur la demande des petits États insulaires. Et l'idée, c'était de savoir si la Convention de Montego Bay s'appliquait pour la pollution par les CFC de la mer et de la haute mer, qui génère un changement climatique par rapport au droit international. Donc cette impulsion, elle a été portée par la mission permanente de Tuvalu et en s'entourant des petits États insulaires qui sont bien évidemment les premières victimes du changement climatique. Donc là, cette demande a été introduite après l'autre que je vais vous présenter. C'est plus rapide la procédure devant le TIDM et ça aboutit effectivement à réfléchir et à reconnaître que le CFC relève
de la notion de pollution de la haute mer et qu'effectivement, ça en génère des obligations des États. Les deux autres avis consultatifs ont fait l'objet d'une conférence que je vous ai mis là, dispensée en juillet. Non, on l'a fait quand? 25 septembre. 25, ça peut pas être en juillet. 25 septembre dernier. Et donc la vidéo est en ligne. Vous pourrez regarder. Donc là, dans cette conférence, ce sont des experts internationaux qui ont donné leur analyse tant sur l'avis consultatif de la Cour internationale de justice que de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc je ne vais pas répéter, surtout qu'il y a des personnes qui ont déjà assisté à cette conférence, mais pour faire simple, un avis consultatif, c'est une question de droit qu'on présente à une juridiction. Donc là, tout à l'heure, c'est le Tribunal international du droit de la mer. La Cour interaméricaine des droits de l'homme, c'est l'organe judiciaire d'un système régional qui prend toutes les Amériques, Amérique du Nord, du Centre et du Sud, et qui a pour objectif de vérifier le bon respect des droits de l'homme dans ce système interaméricain, qui est très intéressant. Très intéressant parce qu'il y a deux spécificités. Une interprétation différente des droits de l'homme, c'est-à-dire vraiment en respect des droits des peuples autochtones, puisque statistiquement, il y en a beaucoup là-bas, et ils sont vraiment porte-voix de leurs droits, leur cosmogonie. Et deux, la Cour interaméricaine des droits de l'homme peut prendre aussi des textes de soft law, c'est-à-dire elle n'est pas obligée d'avoir du droit contraignant. Et donc, elle a cette interprétation sociale et, on peut dire, autochtonisée des droits de l'homme. Et pour la Cour internationale de justice, c'est sur une initiative des étudiants du Pacifique. Donc, c'est pour ça que ce serait très intéressant que l'Université de la Nouvelle-Calédonie, les étudiantes vraiment rejoignent à la fois les étudiants du Pacific Pacific Students Fighting for Climate Change, qui est vraiment le noyau dur, et le noyau mondial, c'est World Youth for Climate Justice, parce que on a toujours un besoin de ce travail de plaidoyer des jeunes. Et ça a été à la fois un plaidoyer de jeunesse, et là, c'était le Vanuatu qui était à la tête de ce plaidoyer à l'échelle mondiale, qui a vraiment fait une stratégie de diplomatie très intéressante en faisant une coalition de 20 États pour pousser cet avis consultatif qui a été rendu en juillet. Et là, on est dans la nouvelle étape de mise en effectivité. Et justement, parmi les dernières actualités, je reviens d'Abu Dhabi, il y avait le congrès mondial de l'UICN. Alors, le congrès mondial de l'UICN, c'est vraiment, on va dire, la grande réunion, la grande messe des environnementalistes, toutes disciplines confondues. Il y a, on va dire, 4 jours de conférences. Donc, c'est 200 conférences par jour, c'est 10 000 personnes. Donc 200 conférences scientifiques faites par jour. Puis on a 3-4 jours de négociations, de motions. Ces motions, elles sont préparées par les différents comités nationaux de l'UICN. Donc nous, on a un comité français, par des différents collèges. Donc il y a 4 collèges. Le collège des États, comme à l'Assemblée générale des Nations Unies, toutes les missions des affaires étrangères, donc tous les gouvernements qui sont membres de l'UICN ont une représentation, donc ils sont tous là. Il y a un collège ONG. Dans les ONG, on a des ONG associatives, parfois qui peuvent être activistes, des associations scientifiques. Donc moi, j'étais chef de délégation pour le Centre international de droit comparé de l'environnement. Et notre point contact national calédonien est ici, c'est Vigne-au-Petit. Et on a un collège peuple autochtone, qui est nouveau. Donc là, il y a vraiment une demande et un appel de l'organisation pour qu'il y ait davantage de peuples autochtones qui participent à ces motions. Et un 4e collège, donc là, la province sud peut en faire partie, ce sont les collectivités territoriales. Donc il faut adhérer à l'organisation, avoir quelqu'un que l'on envoie, et on a 4 ans. Pour rédiger des motions, ensuite, il faut faire une coalition entre plusieurs personnes, parce que si vous êtes seul à faire une motion, il faut quand même que ce soit co-sponsorisé. Ensuite, vous négociez, vous travaillez le texte pendant plus d'1 an et demi. Et la dernière année droite, ce sont les négociations. Donc moi, j'ai participé à 2 négociations où c'était quand même, ça a été bien, mais j'ai aussi appris. Mais je suis très contente parce que les deux motions sont sorties meilleures. La première, c'est la motion 54 sur
Alors, attendez, les motions proposées. Alors, ça, c'est sur les droits de la nature. Alors, il y a deux motions. Une motion sur reconnaître et soutenir les conséquences suite à l'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur les obligations climatiques. Donc, ça a été adopté. Et la deuxième motion, c'est celle sur les droits de la nature. Donc, j'ai tellement travaillé pour la motion 54, mais ça, c'est le deuxième partie du sujet. Je me suis trompée. Donc, pour vous dire quoi ? Qu'à ce congrès mondial, une motion a été adoptée à l'unanimité. Ça veut dire que les États, les ONG, les peuples autochtones et les collectivités territoriales ont toutes donné un signal historique. Oui, nous sommes prêts pour la mise en effectivité de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice sur les obligations climatiques des États. Et dans cet arrêt, on parle des droits des générations futures. Donc, je pense que je l'aurais assez répété, c'est historique. On passe à la partie 2. Maintenant, il y a une deuxième grande évolution tendancielle, mais vous allez voir que les deux se réunissent, il n'y a pas de contradiction, qui vise la progression d'un ou des droits des entités non humaines. Donc, dès qu'on parle des droits de la nature, on ne peut pas faire l'économie de cette référence à Christopher Stone, « Should trees have legal standing ?» Est-ce que les arbres doivent bénéficier d'une protection juridique, qui est vraiment un article novateur, où il s'interroge vraiment si on ne devrait pas leur accorder des droits, à l'instar des droits de personnes humaines. Bon, il y avait un autre auteur français, René Demogue, en 1907 ou 1909, j'ai le problème avec les chiffres, je sais que c'était un chiffre impair, qui avait écrit un article sur les sujets de droit, et il était arrivé à deux conclusions. Pour les générations futures, bien des raisons recommandent de leur reconnaître des droits et une protection juridique, dès 1909, je crois. Et il fait le même raisonnement pour les entités non humaines. Parce qu'en fait, il propose une théorie du sujet de droit où il y aurait des sujets d'exercice, c'est-à-dire l'être humain actuellement vivant, des sujets d'exercice, des sujets de droit d'exercice, les générations futures et ou la nature, qui bénéficient de droits. Mais la nature et les générations futures n'existant pas ou n'ayant pas de voix, il faut bien un sujet d'exercice, qui sont les générations actuelles, que l'on oppose à la deuxième catégorie, objet de droit. Donc il y avait quand même une conceptualisation, et quand je vous ai dit, quand on a une idée trop en avance sur son temps, on la traite comme une anomalie. C'est ce que nous explique Thomas Kuhn dans la structure des révolutions scientifiques. Puis une deuxième voie, on commence à vouloir la combattre, et puis finalement, il y a une transformation silencieuse, tout le monde est d'accord. Et là, on est au cœur de cette transformation silencieuse parce qu'il y a eu beaucoup de résistance. Alors maintenant, je vais vous parler de ces droits de la nature. Alors, l'impulsion historique, elle est venue par le bas, c'est-à-dire elle est venue à l'origine par un travail réalisé par Alberto Costa en Équateur, à savoir l'idée de créer des droits, de faire il y avait une réforme constitutionnelle en 2008, et en amont de cette réforme constitutionnelle, les peuples autochtones de l'Équateur ont été associés. Et ces peuples se sont fortement impliqués. Ils ont demandé à ce que dans cette réforme constitutionnelle, on intègre les droits de la terre-mère, appelée Pachamama. Donc, dans cette constitution de 2008, il y a plusieurs droits qui sont consacrés de manière complètement inédite. Les droits de Pachamama à être respectés, le droit à être restauré et le droit à être régénéré. Généralement, autour du mois de mai, alors avant c'était juillet, avant c'était au mois d'août, vous allez entendre parler du jour du dépassement des limites planétaires. C'est le jour où on a déjà consommé tout ce que la planète peut régénérer. Donc on vit déjà à dette, à crédit, où on est une espèce vorace à ce point que on a tellement de voracité qu'on croit vraiment que la Terre, elle n'appartient qu'à nous et qu'il n'existe pas d'autres espèces sur cette Terre. D'ailleurs, la plage, elle est que pour l'être humain. Donc l'idée, c'est que grâce à cette impulsion venue de l'Équateur, qui aurait pu être traitée comme une anomalie, puisque pionnière ou trop en décalage avec d'autres visions du droit, il y a un autre État qui a emboîté le pas, c'est la Bolivie en 2010, qui a reconnu aussi dans sa constitution, avec une réforme constitutionnelle, que la terre-mère devient sujet de protection sur la base des mêmes droits, de la terre-mère.
À partir de là, donc, va s'en suivre un leadership inédit, à savoir la création d'un programme Harmony with Nature. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir accéder à mon lien hypertexte. Pour faire simple, en 2009, donc 2008, première constitution, Équateur qui consacre les droits de la nature. Un an après, à l'Assemblée générale des Nations unies, donc les États, les missions permanentes des affaires étrangères, les affaires étrangères de tous les États, adoptent une résolution pour créer un programme qui s'appelle le programme Harmony with Nature. Donc un an après, après la constitution de l'Équateur, on proclame la journée internationale des droits de la terre et on crée un programme institutionnalisé. C'est celui-là. Non, il n'est pas là. Il faut ouvrir une autre page et mettre Harmony en anglais with Nature. H-A-R-M-O-N-Y with Nature. Merci de l'aide. Et reste pas très loin, s'il te plaît. S'il y a Internet. Bon, donc je continue. Dans le programme Harmony with Nature, donc on a tout le site Internet qui est disponible. On a tout l'historique de la création de cette dynamique qui s'est renforcée en 2016 de l'association d'experts académiques à l'échelle mondiale. Alors, je ne sais pas si je devrais l'avouer, mais moi, j'ai reçu l'invitation. Mais j'ai cru que c'était un spam que les Nations Unies me demandaient en tant qu'experte d'être experte Harmony with Nature. Donc, j'ai manqué le coche. Mais bon, comme quoi, il faut croire à ces mails. Toujours est-il que ce programme Harmony with Nature, institutionnalisé, a été une plateforme de rencontre au niveau des Nations Unies pour à la fois les peuples autochtones et le croisement avec les missions permanentes des Nations Unies pour travailler sur ces droits de la nature. Ça a été une impulsion très forte pour diffuser ce qu'on appelle le Earth Law Jurisprudence, c'est-à-dire la jurisprudence de la Terre, et le recensement de toutes les législations qui intégraient les droits de la nature. Et donc le fait qu'il y ait ce programme Harmony with Nature a donné vraiment on peut dire une légitimité à une idée qui était complètement atypique, les droits de la nature. Bon, si ça passe pas, je vais continuer. Bon, je veux bien mon PowerPoint. Bah oui, tant pis. Ça arrive. C'est pas grave. Donc, on en est où? Donc, vous avez le site qui est là. Vous avez, dans la chronologie que je voulais vous montrer, tous les temps forts. Le temps fort, c'est forcément le 22 avril de chaque année. On se réunit aux Nations Unies. Et il y a des dialogues qui ont lieu. Donc, c'est vraiment très intéressant d'y être parce qu'il y a vraiment les peuples autochtones qui sont là, qui donnent leur voix, qui échangent avec les missions permanentes, qui échangent avec des experts. Dans l'onglet Rights of Nature, vous avez toute une visibilité, une chronologie, comme je vous ai prompté pour le Sabine Law Center, des actions de justice climatique, là vous avez l'équivalent, mais pour les droits de la nature. Et donc des ressources documentaires, etc. Donc, je récapitule. 2008, la Constitution de l'Équateur. 2009, une résolution aux Nations Unies pour proclamer le jour international de Mother Earth Day, donc le jour international de la Terre-Mère. Et depuis 2009, un programme sur plusieurs années pour accompagner la réflexion sur les droits de la nature. C'est quand même énorme, ce leadership qui a été cette fois-ci mené, il me semble, c'est par la Bolivie. Harmony with Nature. Donc, il y a un troisième processus qui est là, mené sur la Bolivie. Le premier, c'était forcément Bolivie et Équateur. Donc, on a vu impulsion à l'échelle de l'État-nation de constitution. On a vu création d'un programme institutionnel aux Nations Unies. Eh bien, il y a un troisième processus en coévolution. Donc, tout ça, c'est interrelié. C'est très intéressant. C'est un processus citoyen que j'appelle de densification normative des droits de la nature en coévolution. Ça veut dire quoi? Qu'en marge de ces autres processus institutionnels et constitutionnels localisés sur 2 États, il y a un autre processus par la société civile autochtone internationale et par la société civile elle-même à l'échelle nationale, voire territoriale.
en 2008, c'est tenu en Bolivie. Je règle parce que j'ai mon article qui est là et tout est interrelié. 2010. 2010 se tient en Bolivie la première conférence mondiale des peuples autochtones, sur le changement climatique. Cette conférence spontanée, elle réunit plus de 30 000 personnes autochtones du monde entier, provenant de plus de 100 pays. Donc il y a des vidéos sur cette conférence, c'est historique, c'est assez émouvant, sur le site du GARN que je vais vous présenter de suite après. Suite à cette conférence, à l'issue de cette conférence, ces peuples adoptent une déclaration universelle des droits de la terre-mère. Donc on voit que vraiment c'est une impulsion historique dans laquelle ils vont donner, dans un document effectivement qui à cette époque-là, à un instant T, n'est pas du droit effectif, mais qui est une ouverture vers une nouvelle dynamique qui devient du droit. Quels sont les droits de la terre-mère? Le droit à la vie et à l'existence, le droit d'être respecté, le droit à l'eau comme source de vie, le droit à l'air pur, le droit à la santé et au maintien de l'intégrité de ses cycles naturels, c'est-à-dire le droit de se régénérer, le droit à la régénération de sa biocapacité de ses systèmes vivants, le droit d'être restauré, le droit de vivre libre de contamination. Ça, il y a beaucoup de choses qu'on trouvait déjà dans la déclaration de Cousteau. Le droit à la diversité des formes de vie, nécessaires à l'époque de l'accaparement, notamment avec les organismes génétiquement modifiés ou les systèmes de brevets sur les semences. Le droit de ne pas être altéré. Le droit à une existence en harmonie et à des interactions équilibrées avec l'humanité. À la suite donc de tout cela, donc on a des citoyens qui se réunissent et qui se disent mais il faut peut-être faire quelque chose. Donc ils se réunissent en Équateur. D'abord ils étaient 20 personnes et ils décident de créer un réseau mondial de citoyens, d'experts, d'avocats qui s'appelle l'Alliance mondiale pour les droits de la nature, également connue sous le nom de Global Alliance for the Rights of Nature, le GARN. Donc c'est un réseau mondial qui compte aujourd'hui plus de 5400 membres qui proviennent de 100 pays et de tous les continents. Donc les profils sont extrêmement variés, des scientifiques, des avocats, des économistes, des leaders autochtones, des auteurs, des chefs spirituels, des leaders du monde économique, des personnalités politiques, des étudiants, des activistes. Donc vous voyez que c'est extrêmement atypique ce processus d'enrichissement des droits de la nature, parce qu'on voit qu'il y a des États qui ont des constitutions, on voit qu'il y a un programme institutionnalisé au sein des Nations Unies, puis on voit qu'à côté, il y a un immense réseau mondial qui se met en place. Donc là, il n'y aura pas le lien hypertexte, on ne va pas y aller, mais je vous ai mis sur le site internet. Vous avez le travail, les ressources, l'actualité, les événements, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'il y a des... Dans la base du GARN, il y a l'idée d'un constat qui est une appropriation du vivant telle que, en fait, même des semences classiques sont brevetées et certaines populations ne peuvent plus planter leurs semences. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce phénomène d'appropriation des semences. Et les peuples autochtones ont vraiment alerté là-dessus. Donc, vraiment, l'idée de droit de la terre-mère, nous, dans notre jargon, on pourrait dire c'est reconnaître des patrimoines communs du vivant, en tout cas de ne pas s'approprier certaines choses. Alors, je ne pourrais pas appliquer sur notre travail, mais quand on clique là-dessus, on découvre qu'il y a, j'avais mis quand même une diapo de secours au cas où, deux types de tribunaux qui ont été mis en place, les tribunaux des droits de la nature. Donc moi j'ai rédigé l'entrée tribunaux des droits de la nature parce qu'il y a un dictionnaire juridique des droits de la nature qui va sortir sous la direction de Delphine Mison, qui est une collègue de Belgique. Et donc depuis quand ils ont commencé le tribunal du droit de la nature, depuis 2012, les tribunaux internationaux de la nature ont été créés. C'est Vandana Shiva qui est une figure indienne qui était dessus.
Donc il y a je vous passe tout ce qui concerne la création, etc. Je vais vous parler des sessions. La première session, donc ils se sont mis d'accord sur la création d'un tribunal, je crois, dans 2012. La première session a lieu en 2014 à Quito, au Mexique. Et donc là, l'idée, c'était pour la première audience de prendre 9 cas réels d'atteinte aux droits de la nature et de faire un tribunal citoyen et de mettre en œuvre avec des vrais témoignages, des vraies victimes. Alors là, il y avait le premier projet de mégamine projeté en Équateur, par exemple, la menace sur la pérennité de mammifères marins. Bref, c'était vraiment l'idée, pour la première fois, de mettre en scène des atteintes aux droits de la nature en 2014. Donc vous voyez, c'est avant même qu'on crée des experts internationaux dans le programme Harmony with Nature. Pour avoir été moi-même membre du comité d'organisation du tribunal international Monsanto, ce que je peux voir, c'est que quand on fait le travail, il y a un travail de catharsis, c'est-à-dire qu'on visualise des atteintes, on rend accessible à la conscience avec un exercice de fiction avec ce tribunal citoyen, de la pertinence d'un concept juridique qui perturbe, qui dépasse nos cadres de pensée traditionnels. Et ça a été le cas. Donc il y a eu plusieurs sessions. 2014 aussi à Lima, une autre audience. 2015, là j'y étais, en marge de la COP 21, s'est tenu à la Maison des Métallos un tribunal international des droits de la nature. Donc moi, j'étais assise à côté d'une journaliste américaine spécialisée dans les droits des peuples autochtones. Elle m'a dit, je n'ai jamais vu autant de diversité de représentants de peuples autochtones réunis dans la même salle. Elle a dit, mais c'est historique. Donc moi, je ne me rendais pas compte. Moi, je trouvais ça fort sympathique. Mais elle m'avait vraiment fait prendre conscience de ça. Et en fait, en passant 2-3 jours en immersion totale, à entendre tout le temps la même vision du monde. Pour nous, la terre est vivante. Les ruisseaux, c'est comme le sang qui coule dans nos veines. Mettre un barrage, c'est comme mettre un garrot sur le bras. Les arbres, c'est le poumon de la planète, ce qui est vrai en plus d'un point de vue biologique, et etc. Donc, en fait, quand vous êtes complètement immergé pendant 2 jours à entendre des personnes qui vous parlent de leur cosmogonie, ça vous permet, en tout cas moi, en tant qu'occidental, juriste, de décentrer complètement notre regard et d'ouvrir en fait notre imaginaire à ces droits de la nature et de dire oui, ça peut avoir une vraie pertinence là où on aurait des résistances. Parce qu'une idée qui est transformatrice, elle va générer des résistances. Et ce que j'ai appris en faisant ce cours, enfin cette entrée juridique, donc il y a eu plusieurs sessions, c'est qu'à côté des tribunaux internationaux, maintenant, il y a des tribunaux régionaux des droits de la nature. Donc moi, j'en ai parlé à Natalia Green. Ce serait intéressant de proposer un tribunal du Pacifique des droits de la nature. Donc il faut travailler avec Natalia Green. Il faut identifier les atteintes aux droits de la nature dans la zone Pacifique. C'est quelque chose qui pourrait être imaginé avec l'Université de Polynésie française et l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Alors, sur les droits de la nature, si vous faites quelques recherches, vous allez voir un peu du pour et du très contre. Ça a été vulgarisé par une personne qui n'était pas très spécialiste et qui disait un peu n'importe quoi. Donc ça hérisse vraiment un peu tout le monde. Mais toujours est-il que force est de constater que ça progresse. Là, c'est Alexandre Zabalza qui, lui, a vraiment conceptualisé dans sa thèse sur les droits de la terre les communs. Donc voici un de ses articles sur les droits de la nature à la boussole des communs. Il propose des jalons théoriques. Alors, on peut dire, oui, les universitaires, ils ont de l'ego, mais il y a un moment donné, dans des sujets novateurs, le travail de conceptualisation, il est vraiment fondamental pour donner de la cohérence à une nouvelle matière qui est en pleine progression. Alors, il y a un collègue, Julien Bétail, pour pas le citer, qui est complètement contre. D'autres collègues qui sont, comme Victor David, complètement pour. Donc, c'est un sujet qui pose question. Mais c'est pas parce qu'il est controversé qu'il n'a pas de pertinence, hein, pas du tout. C'est juste que faut comprendre que c'est une révolution juridique à nouveau, et comme toute révolution juridique, ça va entraîner des résistances. Donc dans les dernières actualités, je suis allée trop vite. Par où ça va? Comment je fais pour aller en arrière? Je mets en arrière, ça marche pas. Voilà, je touche plus à rien. Dernières actualités. Au Congrès mondial de la nature, j'ai juste eu le temps de prendre une capture d'écran lors d'une conférence. Voici toutes les motions qui reconnaissent le principe des droits de la nature, qui ont été discutées, négociées et toutes ont été adoptées. Motion 54, du coup, comme je l'ai négociée, je l'ai mise au-dessus tout à l'heure.
Mettre en œuvre les droits de la nature sur les territoires. Motion 55, reconnaître les droits de l'Antarctique. Alors ça a été changé, hein, reconnaître. Enfin, le titre a été changé et c'est plus du tout ça. La motion 56, 67, 70, 61. Donc, la motion 54, elle était portée par le comité français de l'UICN. Donc là, j'ai vraiment, ça veut dire se lever des fois à 7 heures du matin pour négocier de 7 heures à 8 heures. La veille, on peut avoir terminé la négociation à 10 heures. Donc, quand on commence à travailler une négociation, donc moi, je forme les étudiants à ça, hein, ces négociations-là. Pour le projet de l'IEP du Pacifique, ce serait vraiment important. Donc là, il faut suivre, il faut rien lâcher et il faut avoir, je pense, vraiment conscience que le but, c'est le consensus. L'objectif 1, c'est de convaincre à la fois les États et les ONG. Vous doutez bien que les plus compliqués à convaincre, ce sont les États. Donc, il ne faut pas aller frontalement. Avec des arguments universitaires et neutres, on arrive à rallier, par exemple, le gouvernement de l'Australie, le Japon. Là, en l'espèce, il y avait 2 gouvernements qui n'étaient pas du tout d'accord. Et finalement, on a sécurisé le texte. Sécuriser le texte, c'est-à-dire demander à ce que les braquets soient enlevés. Une fois que les braquets sont enlevés, le texte, il est définitif. Donc ça, c'est un travail de négociation qu'on a fait. Pour l'Antarctique, finalement, ce ne sont pas les droits de l'Antarctique qui ont été adoptés, mais la possibilité de, alors je crois de mémoire, c'est d'envisager le concept de protection de l'Antarctique à travers le concept de droit. Donc c'est conceptualisé, quoi. Enfin, c'est vraiment attrait. Et c'est intéressant parce qu'on voit quels sont les États qui sont contre, en fait, cette approche-là. Et la motion 61, alors là, c'est quand même assez historique, c'est la reconnaissance du crime d'écocide. Donc tout ça, ce sont des thèmes sur lesquels je travaille depuis très longtemps. Écocide, c'était en 2014. J'avais rejoint aussi la société civile sur End Ecocide on Earth, dans le tribunal international Monsanto aussi. On l'avait fait opérationnaliser à travers le tribunal international Monsanto pour voir le concept d'écocide et sa pertinence. Donc là, ça y est. Ça veut dire que les États, les organisations ONG non gouvernementales, les peuples autochtones et les collectivités territoriales reconnaissent tout cela et donc s'engagent à mettre en œuvre ces motions. Donc c'est quand même historique au niveau de la dernière actualité. Il y a un processus d'accélération. Dans la dernière actualité aussi, peut-être que vous avez vu passer l'introduction d'une proposition de loi constitutionnelle pour consacrer les droits de la nature au sein de la Charte de l'environnement. Donc ça vient d'être introduit là, le 12 septembre dernier. Donc on est vraiment dans les derniers mois d'actualisation. Et il y a du pour et du contre dans cette proposition. Le pour, c'est effectivement, conformément à la motion finalement de l'UICN. Donc moi, dans la négociation, juste à titre informatif, ce que j'ai proposé pour la motion 54, il y avait des États qui ne voulaient pas être forcés à les mettre en opérationnel, enfin rendre opérationnels les droits de la nature. Donc ce que j'ai proposé en négociation, je dis moi je comprends qu'il y ait des États qui ne veulent pas être forcés. Vous êtes d'accord pour reconnaître le concept? Je propose qu'on subdivise dans cette motion 2 choses. Premier temps, inciter les États qui ne reconnaissent pas encore les droits de la nature d'envisager le concept. Donc ça faisait plaisir aux États qui ne voulaient pas l'intégrer. Et deuxièmement, pour ceux qui l'ont déjà reconnu, le mettre en opérationnel, de le rendre opérationnel. Donc si vous comprenez bien, en proposant ce dédoublement, on a obtenu le consensus et on a obtenu le vote de cette motion 54. Donc dans la continuité de cette motion 54, on peut dire que voilà, les droits de la nature ne sont pas intégrés encore en France. Conformément à la motion 54, point numéro 1, on s'est engagé, et la France a voté, à réfléchir à l'intégration de ce concept de droit de la nature dans sa législation. Donc là, c'est une proposition. Là où moi, je vais quand même mettre un petit peu la holà, c'est que normalement, un texte constitutionnel, c'est pas censé être changé tous les 4 matins. On est en 2004. On a déjà changé la loi constitutionnelle 1 fois, 2 fois. On va pas la changer non plus tout le temps. C'est vraiment une mise en garde. Je pense qu'il est important que des textes à valeur constitutionnelle, surtout qui reconnaissent des droits fondamentaux, à un moment donné, gardent ce caractère solennel. Je ne vais pas employer le terme de sacralité, mais c'est important que ça reste un caractère solennel. On ne va pas revenir sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Pourtant, on pourrait dire, on va enlever l'expression sous les auspices de l'être suprême. Ça vous parle pas, prendre des droits sous les auspices de l'être suprême. Dans ce cas-là, on pourrait faire une réforme constitutionnelle pour enlever ça et laïciser, etc. Il y a un moment donné, ces textes s'inscrivent dans des périodes souvent très fortes, de révolution, de changement, de sortie de guerre. Donc, il faut garder, je pense, un caractère, oui, de sacralité ou de solennité. Donc, à un moment donné, soit on adopte un autre texte, mais surtout que le danger, c'est d'effacer des morceaux de phrases et après de mettre en danger la cohérence de l'édifice en entier. Donc, on en est là. Merci pour votre attention. Je vous mets mon adresse UNC, mon adresse à Sciences Po Rennes, puisque je m'en vais bientôt, mon LinkedIn, mon WhatsApp et ma photo. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Bonsoir, merci pour la présentation, c'était très clair. Moi j'avais une question, donc j'ai fait des cours de droit constitutionnel il y a longtemps et on m'avait parlé de la pyramide de Kelsen. Donc si je me souviens bien, le bloc constitutionnel se situe au-dessus des traités internationaux. Donc je me demandais si par exemple la France reconnaissait le crime d'écocide en ratifiant un traité international, mais ne l'a pas intégré par exemple dans la charte de l'environnement, dans son bloc constitutionnel. Imaginons, c'est peut-être une question bête, un cas pratique, une bande de youtubeurs encore attaque l'État français en justice pour crime d'écocide. Est-ce que l'État français peut se pourvoir jusqu'au Conseil constitutionnel et donc arriver à se dédouaner parce que c'est pas reconnu dans le bloc constitutionnel, même s'il y a eu un traité qui a été ratifié donc voilà, c'est une question, je ne sais pas si elle est bien formulée. Non, mais je m'étais posé la question. Alors, j'avais demandé au Au revoir, merci. J'avais demandé aux constitutionnalistes, mais en fait, un traité, c'est quoi? C'est la Constitution, les traités qui sont au-dessus. Donc, quand vous parlez à constitutionnalistes, ils vont dire c'est la Constitution qui est au-dessus, parce qu'aucun traité ne peut être adopté s'il n'est pas conforme à la Constitution. Donc, ça répond déjà à votre question. Et si vous parlez à des internationalistes, forcément, c'est le droit international qui est au-dessus du droit constitutionnel, puisqu'il a été ratifié et qu'il a une vie. Donc voilà, il y a deux visions. C'est comme, je l'avais déjà fait à l'autre conférence, si j'écris un 6 par terre, moi je vais voir un 6, et l'autre va voir un 9. Donc le constitutionnaliste et l'internationaliste vont avoir une vision différente et vraie de la même situation, il faut l'accepter comme telle. Donc je ne vais pas faire une réponse de Normand, mais la France ne pourrait pas ratifier un traité qui reconnaît quelque chose si c'est pas conforme à la Constitution. Déjà, c'est la base. Là, actuellement, il y a les peuples du Pacifique qui s'organisent pour réfléchir à l'héritage nucléaire. Parce qu'il n'y a pas une famille qui n'a pas de cancer. Donc, se pose la question, effectivement, de l'écocide par rapport au nucléaire, puisque, objectivement, c'est le cas. Donc il va y avoir des thèmes. Après, ça peut être sur les pesticides. Moi, je travaille aussi avec des associations scientifiques indépendantes comme le CRIGEN. On fait des analyses de recherche de cheveux et on peut démontrer l'exposition des enfants en France aux pesticides et donc après engager la responsabilité. Donc voilà. Et pour la pyramide de Kelsen, ça me permet de dire autre chose. Cette vision pyramidale, très hiérarchique, très segmentée, qui fait qu'en droit, on a beaucoup d'expressions et de sémantiques fixistes. Les fondements, la pyramide, très dirigistes. C'est la pensée colonialiste, clairement. Le droit des générations futures et les droits de la nature, ça participe d'un nouveau courant de pensée, on peut appeler post-colonial, décolonial, ou de décolonialité si on ne veut pas faire de politique. Mais c'est une autre pensée. C'est une pensée dans la circularité. C'est une pensée qui est dynamique. C'est une pensée qui donne de la place au soft law parce qu'on a conscience que ce soft law va se densifier et la preuve, avec le passage du temps, ça se confirme. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs différences de logique et aujourd'hui on le voit dans les facultés de droit quand il y a ces confrontations avec des personnes qui disent mais non, l'arrêt de la Cour internationale de justice, ça n'a rien d'historique. Bon, je veux bien respecter l'avis de certains collègues, mais je peux vous dire que c'est quand même historique. Il n'y a jamais eu autant de plaidoyers de la jeunesse mondiale, il n'y a jamais eu autant d'États qui se sont réunis, ça a été adopté par consensus. Enfin, il y a plusieurs choses déjà historiques en amont de sa mise en effectivité. Mais le temps de sa mise en effectivité, on est dedans. Vous voyez, le Congrès mondial de l'UICN a reconnu cette motion pour qu'on le mette en effectif. Donc on est en marche. C'est pas parce qu'on est en marche
que le droit n'existe pas. Donc si j'ai une vision fixiste, bah effectivement, je veux dire, c'est pas du droit, c'est pas historique, ou c'est pas comme par rapport à l'approche Kelsen. Mais ce qu'il faut retenir, c'est une approche dynamique. Parce que c'est vivant, en fait, ce droit. Et en voyant les grandes tendances, bah, des fois, on va voir les accélérations et les mutations. Donc là, sur les droits de la nature, on verra ce que donne cette proposition. Et après, c'est pas parce qu'elle sera éventuellement refusée que pour autant, ça veut dire qu'elle est nulle, et non avenue, qu'elle n'est pas pertinente et qu'elle ne sera pas consacrée à l'avenir, puisque les évolutions ne sont pas linéaires dans la vie. Il faut vraiment s'extraire de cette vision linéaire, binaire, et basculer dans cette formation de pensée systémique. J'ai répondu à la question. Parfait. Bon. Merci beaucoup, Émilie. Juste un complément par rapport à ce que tu évoquais, le fait que les collectivités locales pourraient être membres du comité français de l'UICN. Ça a été le cas pendant quelques années. La province Sud était membre. Super. De 2009 à 2015 à peu près. Mmh. Et une question, tu disais que je crois que c'est l'Australie et le Japon qui avaient changé d'avis en cours de route sur la motion par rapport aux droits de la nature 54. Climat. Sur la mise en effectivité, obligation des États en matière climatique. Et tu disais que d'autres États étaient restés radicalement contre. Et lesquels c'était par exemple? Alors, je vais revenir sur les deux questions. Alors, sur la province Sud, 2009 à 2015, ils étaient membres donc du comité français de l'UICN. Oui. Moi, ce que j'ai dit, c'est que maintenant, il y a un 4e collège collectivité territoriale qui vote. C'est complètement nouveau et ça a été ouvert lors du congrès mondial de l'UICN à Marseille en 2021. Donc, c'est nouveau. Congrès mondial de l'UICN en 2016 à Hawaï, on a créé le collège des peuples autochtones qui a voté au congrès mondial de Marseille. Et à Marseille, on a adopté, que moi, des formations. L'organisation, excusez-moi, a adopté une motion pour que les collectivités territoriales, maintenant il y a un collège. Ça veut dire que la province Sud pourrait avoir droit de vote et un siège. Donc, et c'est pour ça que c'est intéressant de former aussi des étudiants. Parce que du coup, les étudiants peuvent être déjà les grandes villes de France ont vocation, me semble-t-il, à avoir un siège à l'UICN au sein de l'organisation. Et la Nouvelle-Calédonie, hotspot de biodiversité, encore plus. Voilà. Pour l'avis consultatif, pour la motion, c'est pas 54, mais la motion sur ICG, reconnaître, c'était welcoming. Bon, en fait, c'était reconnaître et mettre en œuvre l'avis consultatif climat de la Cour internationale de justice. Donc, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que il y a eu une négociation et donc là, il y avait un monsieur du ministère des Affaires étrangères du Japon. D'abord, il conteste le titre. Il dit non, le titre obligation des États en matière climatique, je ne veux pas de ce titre. Parlons de devoir. Donc, je dis déjà. Je comprends que vous vouliez demander ça, mais ça sert à rien de le demander puisque le titre de l'avis consultatif, c'est déjà obligation des États en matière de changement climatique. Donc ça sert à rien de le changer, c'est le titre de l'avis consultatif. Ensuite, il a voulu remettre en question les droits des générations futures. Et donc, c'est là où je lui ai dit, alors j'ai essayé de prendre des précautions parce que je suis une femme, c'est un monsieur du Japon, d'un certain âge, en plus de mission des affaires étrangères, donc je dis humblement, puis-je me permettre de rappeler que la Constitution du Japon a 2 dispositions dans sa Constitution qui reconnaît l'approche transgénérationnelle des droits de l'homme, c'est-à-dire que vous reconnaissez dans votre loi fondamentale le fait qu'il y ait des droits aussi reconnus pour les générations futures. Donc concrètement, j'ai désamorcé son opposition. Il était un peu, entre guillemets, c'est pas le but de discréditer quelqu'un, c'est pas du tout ça, une négociation, c'est pas ça, mais il avait plus d'arguments de fond pour s'opposer en fait à l'expression droit des générations futures qui est intégrée dans l'avis consultatif et dans sa constitution. Donc ça, c'est le travail de négociation en fait, c'est connaître les lois fondamentales des États, connaître ce qu'il y a besoin de rajouter. Et l'autre État, je me rappelle plus, comme j'étais sur deux négociations, je sais pas si c'était l'Australie, je sais plus. C'est ce qui s'appelle les contact groups, mais je sais plus. Voilà. J'ai répondu? Ouais. Presque tout.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Émilie, pour ta présentation. Alors, après 2 années passées en Calédonie, je voulais savoir quel était ton regard par rapport aux innovations juridiques qui ont été faites dans le domaine de l'environnement, le droit de l'environnement en Calédonie, puisqu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu, pour la province des îles Loyauté, par exemple, les entités naturelles juridiques au niveau des requins et des tortues, qui ont été adoptées par l'Assemblée de la province des îles. Il y a eu également les réserves coutumières, écologiques et coutumières. Et à chaque fois, on est confronté au fait que, avec la répartition des compétences, quand il y a une assemblée qui vote quelque chose qui correspond à son contexte et sa façon de protéger l'environnement, le transfert la répartition des compétences fait que le droit est par exemple pour l'État, comment on dit, c'est le droit de voilà, c'est abrogé parce que ça ne correspond pas au droit de l'État. Donc, je voulais savoir quel était ton regard. Alors, je m'exprime très mal dans le domaine juridique parce que c'est pas le mien, mais voilà, quel était ton regard après 2 années d'observation sur ces innovations juridiques et le fait que, au niveau de la répartition des compétences, on est mal calé en fait. Alors, j'ai pas encore d'avis, mais c'est mon objectif. Je ne voudrais pas quitter le territoire sans justement avoir écrit là-dessus. J'ai échangé avec Sarah Van Uxen, qui est aussi une collègue qui travaille sur les droits de la nature, qui est fabuleuse. Et on en a parlé justement. Donc c'est en projet. Je sais que lors d'une conférence que j'ai donnée à la faculté de droit dans le cadre de la formation transition environnementale aux hauts fonctionnaires, il y a eu une intervention qui vraiment m'a alertée et qui me donne l'impulsion pour justement travailler sur les paradoxes. Donc l'idée, ce serait les sens et non-sens de la protection des entités non humaines en Nouvelle-Calédonie. Ce serait ça le titre. Parce qu'en fait, il dit, voilà, il y a telle province qui vote la protection des requins, protégés, sujet de droit, mais la province d'à côté, elle met pas de quota et elle fait une politique inverse. Donc voilà, c'est ça l'intuition de recherche. Et tu me la confirmes. Mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas de. Il faut que j'aille faire du terrain, il faut que j'aille interroger, voire co-écrire, parce que j'ai pas la prétention de tout savoir. Donc on peut écrire à plusieurs. Sylvine. Parce qu'en fait, c'est intéressant de le partager par-delà et ça intéresse beaucoup de monde, quoi. Et je pense que j'arrive à m'extraire du débat passionné entre ceux qui sont complètement pour, ceux qui sont complètement contre. Je pense que de toute façon, c'est important de comprendre les lignes de force et de faiblesse de chaque vision. Moi-même, dans ma thèse, à la fin, Mireille Delmas-Marty me disait faut faire attention quand on crée un système, quel qu'il soit, on porte en germe des dangers en fait de contradiction du système. Donc, faut avoir une humilité quand on propose une théorie aussi de voir quelles sont les limites de cette théorie. Donc, ça peut être intéressant d'en discuter. Et ça m'intéresserait parce que c'était pas faute de toquer à ta porte au bureau pour rencontrer Vision Kanak des Océans. Mais ça, c'est vraiment le projet en fait. C'est vraiment ça le but. Voilà. Donc je suis contente parce que maintenant tu connais vraiment tout mon travail pour en partager avec vous. Merci. D'autres questions? Merci. Désolé, j'ai beaucoup de questions. On est là pour ça. Moi, récemment, j'ai travaillé pour un dispositif de suivi ouvert des sociétés de leur interaction du CNRS. C'est un observatoire de suivi des conséquences des essais nucléaires en Polynésie, donc des héritages du centre d'expérimentation du Pacifique. Et donc, il y avait effectivement, moi, c'était pas mon sujet à moi plus précisément, mais donc il y avait la question qui est venue assez rapidement de l'accès aux dossiers médicaux du personnel militaire. Donc déjà, rien que pour la reconnaissance des victimes directes, il y avait eu beaucoup d'obstacles liés aux essais nucléaires. Et donc, j'avais regardé aussi le contenu de la loi Morin, qui, de ce que j'ai compris, ne reconnaît pas, entre guillemets, les générations futures. Je crois que ce sont les descendants qui peuvent bénéficier d'une indemnité pour les victimes directes. Donc, je veux me demander si peut-être là-dessus il y a des évolutions en cours ou des innovations juridiques en cours, parce que je sais que pour les essais nucléaires c'est très particulier parce que c'est des dossiers militaires classés secret défense. Il y a peut-être, je crois que c'est 50 ou 100 ans avant
déclassification de ces dossiers, etc. Donc voilà, c'était à peu près ma question. Et peut-être aussi une deuxième question rapide. J'ai pas entendu dans tous les textes que vous avez mentionnés la notion de santé publique, qui, quand on regarde l'OCLAIS pour la gendarmerie, c'est atteinte à l'environnement et à la santé publique. Pour la police, c'est pareil, etc. Et c'est souvent lié. Et sauf si je me trompe, je l'ai pas vu là dedans, et je me demande si ça serait pas peut-être quelque chose qu'il faudrait davantage faire, relier ces deux notions qui sont, pour les essais nucléaires, on le voit directement, c'est tout à fait lié. Voilà. Alors, sur la santé, je reviens de Sherbrooke et j'ai fait toute une conférence sur les perturbateurs endocriniens, donc santé transgénérationnelle. Donc, c'est aussi un pan du droit des générations futures. Il y a santé environnementale aussi. Donc, et à un moment donné, je dois faire un choix. J'espère que vous êtes encore vivants après ma conférence, mais c'est parce que je peux pas tout parler. Mais effectivement, je vous confirme, il y a un lien santé environnementale et avec une santé circulaire, la santé des humains, mais aussi la santé des non-humains et l'intégrité des éléments nécessaires à la vie. Donc, dans une démarche qui est décentrée, qui n'est pas anthropocentrique. D'accord ? Pour l'héritage nucléaire, j'aurais beaucoup de choses à dire. Pour les archives militaires des essais nucléaires 66 en Algérie ne sont pas encore accessibles. Un exemple concret, pour avoir travaillé sur le sujet, on sait que le désert de Sahara est contaminé. En France, il y a des fois des grandes tempêtes qui font que même en Normandie, ma voiture est complètement recouverte de sable de Sahara et tout le territoire français se pose la question de l'éventuelle contamination, qui n'est pas du tout pensée à l'heure actuelle. Pour ce qui est de l'héritage nucléaire dans le Pacifique, alors là, il y a eu un colloque en Polynésie française qui s'est tenu et moi, j'ai participé à un autre colloque organisé par la mission protestante polynésienne qui, historiquement, est la seule à avoir vraiment, dès le début, condamné en fait les essais nucléaires pour le respect de l'intégrité de l'environnement. Et donc, ça m'a permis, moi je suis intervenue dans un cadre académique, vraiment, mais j'ai appris beaucoup de choses aussi. Donc là, la question est de la société se rend compte qu'il n'y a pas une famille qui n'a pas de cancer ou qui n'a pas une maladie qui est quand même supposée être radio-induite, mais on manque effectivement de data. Moi, je vous donne juste deux pistes. Après, je vous dirai pas ce que j'ai dit puisque c'est en cours, mais le strontium, je ne sais plus quel numéro, il est contenu dans les os, les dents des êtres, quels qu'ils soient, humains et non humains, plus de 100 ans. Donc, on peut aller voir. Et le plutonium, c'est plusieurs milliards d'années. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir accès aux archives. Bien sûr que les archives, là, pour la Polynésie, en partie, elles sont déclassifiées, mais elles sont situées en France. Donc, l'action, là, qui va être demandée, c'est d'avoir accès à l'information. Donc, moi, j'ai suggéré d'avoir accès aux archives numérisées, parce que j'ai quelques doutes que ce soit un peu radioactif. Donc, j'ai rencontré un chercheur qui, lui, va faire les recherches dans les archives. Je me suis empressée d'aller le voir et de lui dire, surtout, ne touche pas avec un doigt les documents, parce que si tu prends, s'il lèche comme on fait quand on travaille, et que c'est contaminé, une fois que c'est ingéré, c'est foutu, pardon de parler comme ça. Et je lui ai conseillé aussi d'acheter... on peut avec un iPhone, je vous raconte pas n'importe quoi, c'est vrai, un compteur Gégère, c'est-à-dire une extension qu'on plug à l'iPhone et on peut avoir un compteur Gégère. Donc c'est des trucs vraiment basiques, mais de bon sens. Donc là, actuellement, les pays du Pacifique réfléchissent. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'héritage nucléaire ? Alors, il y a plusieurs... moi, je me suis engagée à présenter les choses de manière neutre. Il y a plusieurs réactions. Il y en a qui sont vraiment très dans le pardon, mais on veut savoir la vérité, mais on pardonne parce qu'il faut qu'on avance. Ça, c'est un côté très positif. Mais dans l'autre côté, il y en a qui l'utilisent aussi pour réclamer une indépendance, qui va aussi, par exemple, en Polynésie française, lorsque l'Église protestante a commencé à poser des questions ou à s'opposer, ce qui est légitime, c'est reconnu avec la Déclaration des droits des peuples autochtones. Maintenant, les peuples autochtones doivent être consultés. Là, ils n'ont pas été consultés à Mururoa. Donc, l'idée, c'est, à l'époque, donc, ce que j'ai appris, c'est que toute personne qui mettait en cause les essais nucléaires était diabolisée et était présentée comme un indépendantiste.
Donc effectivement, cette diabolisation, moi je la vois dès que je mets en cause la technologie nucléaire, parce que je démontre par A plus B d'un point de vue économique. L'énergie qui sort à la sortie de la centrale, il y a une déperdition d'énergie qui est juste hallucinante. Comme il y a une déperdition d'énergie tout au long du temps que ça arrive dans les maisons. Et quand vous faites un calcul économique, il faut 15 ans pour créer une centrale nucléaire, pour 50 ans d'exploitation, pour 15 ans de démantèlement dont on ne maîtrise pas encore la technologie. Et la France est déjà un pays qui va être un gruyère de dômes nucléaires. Clairement, c'est ça. Et en plus, à proximité des rivières. On peut trouver mieux quand même comme politique publique. Donc moi, ce que j'ai expliqué là-bas, c'est que la France aussi, et les Français aussi, sont victimes du nucléaire, mais ils ne le savent pas encore trop. Eux, en Polynésie, ils se posent vraiment la question de l'héritage nucléaire. Bon, Kiribati, il y a les îles Marshall avec le fameux dôme de déchets nucléaires qui va être recouvert par la montée des eaux, alors qu'il y a tous les déchets nucléaires dessus, donc ça contamine déjà l'océan Pacifique. Donc, il y a vraiment un héritage nucléaire très lourd. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de résilience en matière de nucléaire. C'est vraiment ça la difficulté. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est un cas d'école de violation des droits des générations futures. Parce qu'on était à un moment où la technologie nucléaire, on l'a adoptée, la France avait 220 mines d'uranium. Je ne suis pas sûre que vous sachiez que la France avait 220 mines d'uranium. Donc on a des déchets, des gravats qui étaient faiblement, mais quand même radioactifs, qu'on a mis en remblai gratuitement sous certaines routes, sans cartographie. Donc c'est vraiment des citoyens qui vont à la recherche, qui l'ont mis en bas de parking. Donc il y avait quand même une certaine légèreté par rapport à cela, parce qu'il y avait aussi une inconscience par rapport à l'environnement. Vraiment, l'environnement, c'est quelque chose... cuit les petits oiseaux, c'est ce que disent une journaliste. Si vous regardez un reportage à l'INA sur la charte de l'environnement et l'engagement de Jacques Chirac, je le mets à mes étudiants. À la fin, la journaliste conclut en disant... Pour Jacques Chirac, l'environnement, c'est pas cuit les petits oiseaux, c'est quelque chose de sérieux. Enfin, c'est pour vous dire le niveau, à l'époque, de conscience environnementale. Donc, il y a une accélération. Je vous l'ai mis en évidence, 2015-2025. Enfin, on passe de quelque chose de théorique à quelque chose de pratique, à quelque chose de largement demandé. J'ai pas précisé, mais les magistrats des cours suprêmes le revendiquent, les défenseurs des droits de l'homme revendiquent à pouvoir protéger les droits des générations futures. Donc, pour l'héritage nucléaire, il y a une demande d'accès à l'information. Je vois difficilement comment on peut refuser maintenant cet accès à l'information. Et après, on ne peut pas avoir de compensation. À tout le moins, soit une nouvelle forme de justice transitionnelle pour avoir accès à la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais la vérité, on l'a sous les yeux. Il suffit de faire des études scientifiques indépendantes de l'état réel d'exposition aux radionucléides. Parce que ça reste. Ça reste. Mais c'est vraiment impressionnant quand on regarde les images. Les oiseaux sont devenus aveugles, ils sont tous tombés. Les poissons sont tous... Enfin, c'est de l'écocide, en fait, tout simplement. Et ça reste durablement sur Terre. Mais il n'y a pas que le Pacifique. Il y a une carte qui est en ligne. Vous mettez carte essai nucléaire artiste japonais. Et 1 seconde correspond à 1 mois entre le début des premiers essais nucléaires et les derniers. Mais c'est un feu d'artifice d'essais nucléaires sur 50 ans. Ce sont nos droits qui ont été malmenés. Et tout ça, ça a été invisibilisé. Mais ça ne peut pas... Quand on est en matière de risque transgénérationnel, dommages transgénérationnels, le pas vu, pas appris, nos data à nos armes ne peut pas fonctionner. Tôt ou tard, la vérité, elle prend plus de temps, certes, mais elle va devenir. Donc, pour répondre effectivement à la loi Morin, c'était vraiment une démarche de bonne foi. Il a vraiment essayé de faire quelque chose de novateur. À mon sens, c'est du transgénérationnel, pas une génération, pas deux. On va avoir plusieurs générations qui vont être victimes aussi de cancer. Il y a les rapports de causalité à faire, donc il y a effectivement tout un travail de data à mettre en place sans aucune certitude d'arriver à une action en justice à la fin. Mais là, la demande, c'est une demande de vérité. C'est une demande d'accès à l'information, une demande d'accès tout simplement aux archives. Et les Américains ont beaucoup, beaucoup d'archives. Entre 60 et 80 millions de documents aussi. Tout ça, c'est dans le même océan. Pour la question vous avez parlé de l'accès aux archives, donc vous vous demandiez comment on pouvait ne pas y accéder aujourd'hui. Pour y avoir été confronté, moi à mon petit niveau, j'étais masterisant quand j'ai fait ça. Tout simplement, il y a le code du patrimoine qui entre en jeu, qui, je sais plus quels sont les articles, mais peut disposer que au titre de
prolifération nucléaire, localisation d'armes, fabrication d'armes, etc. Par exemple, le service historique de la défense peut retirer des documents d'archives des boîtes. Il n'a pas à vous justifier quels sont les documents qui ont été retirés ou pourquoi. Donc vous vous retrouvez des fois à ouvrir des boîtes d'archives. Dans des boîtes, moi ça m'est arrivé c'était la pollution dans l'océan et sur les poissons. Et vous vous retrouvez avec 2 documents. Moi, vous ne savez pas lesquels c'est. Donc en tant qu'historien, c'est frustrant parce que vous ne pouvez pas dire tel document est là. Peut-être qu'un historien plus tard ou un juriste ou quelqu'un qui s'intéressera à ces archives ne sait pas où aller chercher, par exemple. Donc à part dire là ça a été retiré, on ne sait pas, il faudra voir plus tard. Donc il y a ça, et après il y a la CADA, donc la commission d'accès aux documents administratifs, qui peut rendre un avis mais qui est consultatif. Donc c'est arrivé que certaines institutions qui ont des archives qui seraient très intéressantes, pour ne pas citer le CEA, ne donnent pas accès à certains documents, ne nous disent pas quelles sont les archives disponibles et n'ont pas forcément de compte à rendre. Voilà. Donc là, on pointe du doigt l'intrication entre secret défense, les intérêts militaires et le droit d'accès à l'information, qui a été consacré par la suite. Donc on voit bien la difficulté où elle est. C'est vraiment là où le secret défense l'emporte. Mais il y a un moment donné, après, ça peut être envisagé, pourquoi pas, une pétition au Conseil des droits de l'homme qui demande, voilà, notre droit d'accès à l'information est violé par la France parce qu'on n'arrive pas à accéder aux archives. Puis on voit ce que ça donne. En fait, après, il y a un moment donné, c'est de la créativité juridique, c'est le travail de l'avocat. Et de voir différentes... ça peut être aussi un autre avis consultatif à la Cour internationale de justice. Il y a plein de choses, en fait, qui peuvent être mises en œuvre. Ou ça peut être une affaire aussi en France. Pourquoi pas? C'est ce que j'allais vous demander. Désolé, je ne voulais pas monopoliser non, la mais parole. tant mieux, on est content qu'il y ait des questions. Mais vous avez un peu répondu, c'était sur quels outils juridiques étaient à disposition des personnes qui ont été victimes ou des pays qui ont été victimes, parce que aujourd'hui, imaginons comme vous l'avez bien dit, il y a une frustration par rapport à l'accès à l'information, ou qu'on arrive effectivement à établir qu'il y a eu connaissance des risques radiologiques et de ce que ça allait produire, donc les gens voudraient peut-être se porter... je sais pas. En fait, je me demandais quelles seraient les étapes à suivre. Est-ce qu'il faudrait que ce soit des pays davantage qui se mettent en coalition, qui aillent devant, je sais pas, la Cour pénale internationale, ou si c'est des pays membres de l'Union européenne qui se portent devant la CJUE, etc. Quelles seraient les étapes peut-être ou les outils à disposition pour avoir un meilleur accès à l'information, ou se faire reconnaître davantage victimes, ou faire reconnaître les générations futures comme victimes? Moi, je pense que vraiment, déjà, l'indemnitaire, c'est trop tard pour moi. Enfin, c'est vraiment ma position. Qu'est-ce qu'il faudrait créer? Peut-être la prise en charge meilleure de la santé, de la protection de la santé, de la protection, etc. Et après, il y aura certainement un préjudice d'anxiété des descendants quand la vérité, le voile de l'inconnu va se lever. Parce que d'expérience, par exemple, sur les descendants des liquidateurs de Tchernobyl, il y a des enfants, par exemple, de 6 ans qui meurent de leucémie parce que la grand-mère était liquidatrice à Tchernobyl. Donc, on le sait, en fait, ce lien de causalité. Donc, bon, moi, je pense que déjà, le cœur de réflexion et d'étude, ce que j'ai dit, c'est les salariés du centre d'expérimentation, déjà. Donc, quand on parle, quand on fait du terrain... Parmi un des entretiens que j'ai, une personne qui m'a dit moi, mon oncle, il était plongeur, et donc après un essai nucléaire, il était chargé d'aller faire directement les relevés. Donc à court terme, il avait beaucoup d'argent, donc c'était chouette. Sauf que c'est complètement criminel, puisqu'il a été tellement exposé à une exposition majeure, parce que c'était le premier à aller sur le site, excusez-moi pour le détail, mais c'est celui qui m'a donné, donc je respecte l'entretien. Il m'a dit, Émilie, est-ce que tu vois, quand tu pêches un poisson, comment il frétille? Eh bien, mon oncle, il a frétillé comme ça pendant 3 jours avant de mourir. C'est des vraies souffrances, derrière, c'est des vraies vies, et derrière la mort d'une personne, il y a des cercles concentriques d'autres victimes. De voir ça, ça l'a profondément traumatisé. Et il n'y a pas une famille victime. Quand vous avez d'autres entretiens, vous avez des victimes qui disent moi, c'est mon mari, il a été malade pour le cancer, mais à l'époque, on n'était pas soigné pour le cancer en Polynésie française. On allait à l'hôpital des armées à Paris. Donc vous imaginez la triple peine, la maladie, l'éloignement de sa famille pour le traitement, et à nouveau le sceau du secret, puisque ce sont des hôpitaux militaires. Donc c'était loin un peu du visible, du journalistique, etc.
Donc voilà, ce travail de terrain, d'entretien, permet de rendre visibles des choses. Et à terme, moi je suis assez convaincue qu'on aura des liens de causalité. J'appelle aussi beaucoup à la mesure, parce que c'est facile après de manipuler les foules et dire ah bah la France. Moi je dis mais la France, les Français aussi sont victimes. En Normandie, on a beaucoup de cancers et les médecins n'ont pas la possibilité de faire des registres de suivi de santé. Donc là, on demande en France des registres de suivi de santé pour les populations exposées aux pesticides. J'ai participé à un débat public sur les déchets nucléaires. J'avais interdiction de remettre en cause dans la feuille de route la technologie nucléaire pour comment ça s'appelle, les consultations citoyennes. J'avais quand même bien fait mon travail, donc il y en a un qui a dit mais en fait c'est la technologie nucléaire qu'il faut remettre en question. Je dis non, ça c'est hors du champ de réflexion du débat public. Et il y avait aussi comment ça s'appelle, les consultations publiques, là où il y a des ateliers par table. Eh bien, à cette réunion, les citoyens devaient réfléchir sur les déchets nucléaires en Normandie. Eh bien, il y avait une table, c'était des gens, je voyais, on voit quand on est conférencière que quelqu'un est vraiment pas d'accord avec soi, on le voit très bien. Et ces personnes-là se sont dispatchées table par table. J'ai demandé si j'avais l'autorisation de regarder un peu ce qui se disait table par table, donc j'avais l'autorisation, et je vais voir. Donc les citoyens commençaient à débattre. Puis il y avait une personne qui prenait l'autorité sur les autres, et comme par hasard, ah mais moi je suis une personne qui exploite une centrale nucléaire, il n'y a pas de pollution environnementale. Et donc moi j'avais dit dans ma conférence, il y a des contaminations autour. Donc la citoyenne lambda a dit mais qui croire, vous Madame Gaillard ou vous qui exploitons de centrale nucléaire? Et moi je suis intervenue, j'ai dit avec tout le respect que je vous dois, on a des résultats en Normandie, sur les eaux elles sont contaminées, donc c'est contaminé. Donc je répète, donc du coup les citoyens disent ah ben dans ce cas-là on n'est pas d'accord. Mais ils se mettaient un par table pour finalement prendre l'ascendant. Ce qui fait que moi, je suis assez critique sur ces consultations et débats publics, parce que ce sont des risques existentiels qui sont décidés effectivement selon la technique de la démocratie directe, mais pour moi, c'est sans objet, quoi. C'est complètement... on a des experts en France, pluridisciplinaires, c'est ça qui doit être réuni. Pas des consultations publiques pour dire on a fait un débat citoyen. C'est pas possible avec 100 personnes. Moi, je suis pas du tout favorable à ça. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Oui. Mais je veux bien que vous présentiez parce qu'on ne se connaît pas. Bonsoir, je m'appelle Marie Valette, je suis ingénieure en biodiversité à la SLN et initialement j'ai une formation de juriste en droit international et européen comparé. Super. Et c'était très intéressant, donc merci beaucoup. Moi justement, ce qui me questionne, parce que vous n'en avez pas parlé, parce que bien entendu on est sur des visualisations, voilà, comme vous expliquiez, mais quelles pourraient être les implications justement des entreprises là-dedans? Parce que justement, à la SLN, il y a énormément d'impacts négatifs, on va pas se mentir. Et donc je trouve ça intéressant de savoir quelles pourraient être, voilà, les conséquences, et puis surtout qu'est-ce qu'on pourrait faire en interne pour prendre en compte voilà, le droit des générations futures, le droit de la nature. Alors moi, j'ai pas une baguette magique, mais je vais essayer de répondre au mieux à la question. Je me gratte la tête déjà. Au mieux. Moi, je trouve déjà de se poser la question, c'est bien. De mettre peut-être un comité éthique interne, responsabilité sociale de l'entreprise, au moins de faire une démarche active, de réflexion. Déjà, c'est pas à pas. Une fois que vous affichez une responsabilité sociale environnementale, elle peut devenir contraignante. Donc, il faut y aller progressivement. Je pense que ce serait une démarche RSE. Je pense que ça irait aussi dans la droite ligne des principes directeurs de respect des entreprises, du droit de l'homme à un environnement sain, pour le coup. Donc, ce serait, pour moi, c'est juste une proposition, mettre un comité pluridisciplinaire avec des gens internes et des experts indépendants. Alors après, il peut y avoir une obligation de confidentialité dans un premier temps. Réfléchir, voir objectivement les conséquences environnementales, parce que le pas vu, pas pris, c'est pas possible. Et contaminer l'environnement, à terme, de toute façon, il y a plus de droit. C'est vraiment une atteinte à la charte de l'environnement telle qu'elle existe actuellement. Donc déjà, d'avoir une démarche proactive, pour moi, je pense que ça ne peut être que positif. Je crois savoir qu'il va y avoir, comment ça s'appelle, la conférence des entreprises. Il n'y a pas ça sur conférence climat des entreprises. Je crois qu'il y a une édition ici. Donc, ce sont des réseaux qui permettent de faire travailler justement les entreprises, les chefs d'entreprise et les chefs RH
Donc, je pourrais vous mettre en contact avec ces gens-là. Et donc, il y a une formation sur 1 ou 2 ans. Donc, déjà, il y a plusieurs conférences, plusieurs cycles, des week-ends entiers de travail. Et avec cette prise de conscience et cette formation, à la fin, les chefs d'entreprise s'engagent justement à une feuille de route pour réduire les impacts environnementaux négatifs. Donc ça, c'est vraiment typiquement formaté pour les entreprises. Donc ça peut être déjà bien de prendre part à ça. Il n'y a pas d'obligation de s'engager, mais le fait d'avoir un chef d'entreprise, le responsable aussi des ressources humaines généralement, enfin certains responsables, ils viennent, ils sont complètement formés, et après il y a un engagement et il y a un accompagnement dans la création de la feuille de route en fait, de transformation de l'entreprise. Donc ça c'est complètement pour vous. Mais je donnerai mes cartes et comme ça je pourrai vous donner ces informations-là. Merci.